Bienvenue sur Vision. Un podcast sur l'évolution du monde du travail, des manières de travailler et de vivre le travail. Comment travaillerons-nous demain ? Comment fonctionneront les entreprises de demain ? Qu'est-ce que le travail exprimera de nous et de notre société ? Est-ce le travail qui façonne l'être ou l'être qui façonne le travail ? Je suis Laure Brignone, fondatrice d'une étincelle. J'accompagne les personnes à créer leur place professionnelle avec cohérence, confiance et joie. J'ai à cœur de partager un regard novateur et créateur pour construire le monde professionnel de demain. À nous d'aller au-delà de ce qui nous est proposé aujourd'hui et d'être partie prenante dans la transformation du travail à venir. À travers des interviews d'experts, de chercheurs et d'acteurs, ce podcast est là pour ouvrir ses voies. Nous parlons ici du monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat et de toutes les formes alternatives de ce que l'on nomme encore travail. L'objectif ? Un monde professionnel avec plus de sens, de conscience, d'humain, d'envie, de respect de notre planète et tout simplement avec plus de vie. Belle écoute! Dans 15 ans, le monde du travail sera, je pense, plus flexible, plus hybride, partagé, multigénérationnel, à la fois interconnecté, globalisé, mais aussi implanté dans la dynamique du territoire, connecté dans son écosystème. Je pense que le rôle de l'entreprise sera vraiment devenu politique. En dépassant la responsabilité économique, elle deviendra responsabilité sociétale, sociale. Et on passera d'un travail productif à un travail impactant, humanisant. Et c'est aux managers, aux dirigeants de réaliser cette mutation. Et si les entreprises étaient plus impliquées dans leur territoire et leur écosystème, avec des collaborateurs engagés et une organisation du travail plus souple et collaborative? Ce sont ces questions que nous abordons aujourd'hui avec Laurent Voyer. Laurent est un leader inspirant qui, au cours de son parcours, ses rencontres, ses recherches, a pu se forger une expertise dans les modèles d'innovation managériale, d'organisation et de stratégie. Visionnaire et curieux, il partage aujourd'hui une réflexion autour du futur du travail et d'un modèle d'entreprise plus participatif, plus ancré sur son territoire et se plaçant avec ses collaborateurs au cœur d'un écosystème. Laurent nous propose également plusieurs ressources de livres et de personnalités à découvrir sur ces sujets, à retrouver en détail avec les liens dans la présentation écrite de l'épisode. Cette interview est une très belle ouverture à d'autres manières de penser l'entreprise et ses interrelations et à d'autres façons d'organiser le travail dans le temps et l'espace. Bonjour Laurent et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Laure. Alors, tout d'abord, qui êtes-vous ? Alors, je me considère comme un créateur de valeur. Valeur du travail, valeur des choses, valeur de l'argent, et aussi de façon plus personnelle, valeur de la vie, de la famille. Et cette création de valeur, ça se retrouve un peu en filigrane dans mon parcours. Je suis ingénieur de formation, et puis j'ai la chance, en 20 ans d'expérience industrielle, en agroalimentaire, dans la biotech, dans les dispositifs médicaux, la pharma, d'avoir acquis une expertise technique, technologique, de développement industriel, d'excellence opérationnelle, tout en interagissant avec mon écosystème pour créer de la valeur. Et intrapreneur, entrepreneur, j'ai aussi développé en parallèle des compétences de leadership, d'innovation, que je viens de consolider avec un executive MBA à l'EM Lyon, qui conforte encore mon intérêt pour ces réflexions sur la stratégie, sur l'évolution de nos enjeux socio-économiques. Et justement, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans votre parcours professionnel qui est riche, d'après ce que j'entends ? Oui, j'ai eu la chance de beaucoup évoluer dans différents univers, de beaucoup voyager à titre personnel et professionnel dans le monde entier. Et évidemment, au-delà de la richesse des rencontres, des différences culturelles qu'il faut comprendre, appréhender, anticiper en tant que manager. Moi, il y a maintenant un peu plus de 7 ans, j'ai constaté comme des profonds changements amenés par les nouvelles générations. Vous savez, ce qu'on appelle les millennials, dans la façon de vivre, dans la façon de consommer et de travailler. Hein. Et en prenant un peu mon bâton de pèlerin jusqu'à mon CEO, j'ai réussi à convaincre et puis mettre en place une équipe de jeunes talents de toutes les fonctions, de toutes les géographies, pour apporter à mon entreprise et ses dirigeants une autre vision. Donc, c'était une sorte de think tank, d'incubateur à idées, d'organes un peu consultatifs sur lequel s'appuyer pour challenger le statu quo.
Et c'est vrai que cette idée a généré d'autres initiatives. Il y a eu quelques mois après une idée un peu similaire, popularisée par le PDG d'Accor, là, qui a mis en place un Shadow Comex. Et il y a d'autres initiatives comme celle-ci qui ont un peu bousculé les habitudes du travail et challengé un peu tous ces modèles de gouvernance classiques par des démarches plus participatives, par des remises en cause de l'organisation et de discussions sur le temps de travail. Et comment ça s'est passé justement cette, est-ce que je peux dire confrontation justement avec les jeunes générations qui apportaient des idées? C'était au CODIR, hein, je crois, vous m'aviez dit. Oui, tout à fait. Oui, c'était donc en parallèle du CODIR, de l'Executive Committee, il y avait une équipe qu'on appelait MIT, Millennial Inspiration Team, qui était une équipe de talents justement sur lequel le CODIR, le COMEX, suggérait des sujets, proposait des sujets et se faisait challenger. Donc cet incubateur interne, incubateur à idées, se nourrissait en fait voilà, de toutes les différentes cultures, parce que les gens venaient de différents métiers, de différents pays, et apportaient un regard neuf, challengeant auprès de nos dirigeants, et participer à des grands choix stratégiques, des choix d'entreprise, des évolutions de sièges, des évolutions de stratégie digitale, et apporter justement leur fraîcheur, leur œil neuf pour sortir de la boîte, challenger un peu voilà, le statu quo. Et puis j'ai vu aussi des jeunes talents grandir au contact de ce comité exécutif et puis s'affirmer, s'enrichir de discussions, d'être exposé aussi à ces dirigeants. C'était aussi dans les deux sens. Je pense que toute l'expérience a permis à tout le monde de grandir et de s'ouvrir sur l'autre et sur d'autres considérations, d'autres attentes, hein, tout simplement. Hein. Ouais, c'est une très belle expérience, effectivement, et qui apporte beaucoup, je pense, des deux côtés, comme vous dites. Ouais. Alors, nous avions parlé ensemble d'un changement de l'organisation du travail et des entreprises en prenant en compte justement un écosystème. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors oui, tout à fait, oui. Alors, on parle voilà, de les évolutions du travail. Aujourd'hui, le travail était un peu à l'origine des premières sociétés, hein, vous savez, de paysans, d'artisans. On passe de l'homo sapiens à l'homo faber. Et aujourd'hui, on assiste un peu à un changement dans la conception, le rôle même du travail un peu dans la société. Et, en accompagnant les mutations industrielles, commerciales, technologiques. Un travail aujourd'hui qui se veut plus collectif, plus partagé, ou après des phases plutôt de standardisation, de spécialisation. On assiste aujourd'hui quand même à une mise en réseau, je dirais une mise en orchestre, un peu de talent aussi, avec la recherche forcément de ressources clés dans un projet, et avec voilà, de nouvelles formes de travail, qu'on soit indépendant freelance ou qu'on soit en temps partiel, temps partagé. Et c'est vrai qu'au-delà des considérations un peu sectorielles, on constate cette émergence de la notion d'écosystème, écosystème économique avec toute la chaîne de valeur autour de l'entreprise, les fournisseurs, les partenaires, les distributeurs, les clients évidemment. Et puis écosystème aussi social, sociétal, avec des entreprises qui sont de plus en plus ancrées sur leur territoire, qui s'attachent à leur politique RSE locale, qui veulent redonner à leur environnement proche. Je pense à l'exemple de nombreuses sociétés qui aussi favorisent la présence dans des grandes agglomérations en province, au plus près des clients, au plus près des projets, et pas uniquement depuis un siège lyonnais ou parisien. Donc, je pense que cette valeur d'écosystème est une valeur clé dans l'évolution des entreprises et du travail au sens général. Oui, donc on parle même à un niveau effectivement autant vertical, hein, vous parliez, Ouais. que horizontal. Tout à fait, oui, oui. Je pense que cette notion d'écosystème et de mise en relation et d'interaction, d'interdépendance est à la fois en interne, à la fois entre les différentes composantes de l'organisation, de l'entreprise, et à la fois en externe avec les différentes parties prenantes de la chaîne de valeur, que ce soit de la production, des services. Et on voit ouais, cette notion d'écosystème. Hein, voilà, on évolue dans
dans une société, dans un écosystème qui aspire à grandir, à se développer ensemble, avec chacun ses objectifs, hein, chacun ses préoccupations quotidiennes, mais néanmoins une volonté de plus interagir, de mieux interagir, je pense. Donc, quelque chose de plus collaboratif. Oui, oui, plus collaboratif. Plus collaboratif. L'entreprise, évidemment, a des intérêts économiques à se rapprocher, hein, de ses clients et de son territoire, pour être en contact avec les startups, pour être en contact avec les laboratoires de recherche académiques, les enseignements, les établissements d'enseignement supérieur, pour attirer les talents. Mais c'est également le cas des employés, hein. C'est aussi voilà, le travail est de plus en plus, oui, collaboratif, partagé. On a évidemment la complexité technologique fait qu'on a aussi des besoins de ressources très spécialisées, très compétentes. Donc, toutes les entreprises ne peuvent pas avoir ces compétences à disposition et elles doivent s'attacher, faire des partenariats et justement pour pouvoir obtenir et utiliser ces ressources clés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple justement, parce qu'effectivement, il y a la vision côté entreprise et puis la vision côté salarié, collaborateur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de chaque pour qu'on ressente vraiment ce que ça signifie? Oui, alors bon, d'être un travail collaboratif, je pense que les entreprises, on voit l'émergence des systèmes qui ont été mis en place il y a quelques années sur tout ce qui est cluster d'innovation, pôle de compétitivité. Je pense que voilà, qui rassemble des acteurs start-up, PME et puis grands groupes et puis académiques qui voilà, se mettent en commun des ressources pour mener des projets, développer des produits, des nouveaux médicaments, des nouvelles solutions technologiques, des nouvelles applications mobiles qui permettent et qui vont plus vite. Hein. Ça permet d'aller plus vite sur le marché, ça permet d'avoir accès à des financements aussi. Et ça crée justement une émulation, un progrès technologique. Et puis côté collaborateur aussi, voilà, il y a aussi de plus en plus d'attentes, hein, sur le rôle, la mission, l'impact joué par leur employeur. Je fais l'exemple aussi de collaborateurs, d'employés qui privilégient aussi des entreprises qui sont implantées localement, qui ont des valeurs, qui défendent des valeurs, mais l'implantation locale est importante. Avant-hier, j'avais un DRH d'une entreprise de la banlieue lyonnaise qui est justement implanté dans un village et justement qui s'aperçoit qu'il arrive à recruter, qu'il recrute beaucoup de jeunes qui veulent ressortir de la ville et qui veulent plutôt être avoir une proximité géographique avec leur entreprise et qui s'aperçoit que voilà, il y a l'entreprise et son écosystème et effectivement recrute beaucoup localement. Voilà, on a je pense que le télétravail, la crise Covid a aussi renforcé un certain nombre de problématiques de mobilité, de télétravail, justement de solidarité territoriale, de proximité. Et je pense que c'est aussi une évolution et qui va se poursuivre. Et on rejoint voilà, cette notion d'écosystème à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les collaborateurs qui préfèrent interagir dans leur territoire proche. J'entends deux choses dans ce que vous dites, parce qu'il y a une dimension effectivement locale. D'un côté, pouvoir avoir une entreprise qui est dans un endroit qui nous plaît, qui nous apporte une qualité de vie, on va dire, autre. Et en même temps, les possibilités de télétravail qui fait qu'on peut s'éloigner de l'entreprise et être dans un réseau local tout à fait autre et très éloigné. Donc, il y a les deux dimensions qui s'entrechoquent. Alors, non, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et alors, le maître mot, c'est flexibilité. Je pense qu'aujourd'hui, une entreprise doit être ouverte à ces différents modèles et ces différentes attentes des collaborateurs. Effectivement, le télétravail a permis et permet à des collaborateurs de travailler loin de leur entreprise, ou en tout cas des bureaux de leur entreprise, et pouvoir télétravailler 1, 2, voire 3 jours, même dans les grands groupes. Alors, il y a la mode du télétravail aujourd'hui, mais je pense qu'il faut aussi préserver le contact humain, les relations et je pense qu'on va peut-être assister à aussi d'autres problématiques, c'est qu'il faut recréer ce lien. Donc, peut-être qu'on va recréer
des petites installations, des petits bureaux, comme des bureaux de coworking, mais sous l'égide d'une entreprise. Un grand groupe pourrait envisager de créer des spots de coworking pour rapprocher ses collaborateurs et recréer du lien, en fait. Et ce lien, il serait plutôt territorial que fonctionnel. Hein. Ça pourrait être des gens de toute hiérarchie, toute fonction, mais recréer des espaces où on se retrouve. Parce que je pense que voilà, le télétravail montre aussi les limites, où on a quand même besoin de se voir, se parler physiquement, voilà, d'avoir une activité complémentaire et pas seulement des réunions à travers une visioconférence. Donc je pense qu'il n'y a pas une formule magique, mais je pense qu'effectivement, flexibilité, voilà, il faut s'adapter à ces nouvelles formes de collaboration. Ouais, j'aime beaucoup cette idée de bureau de coworking transversal presque. Oui. Ça entraîne aussi des choses, cette vision du côté des managers. Alors oui, évidemment, côté manager, ça questionne, ça challenge. Voilà, on a parlé, le management, il est de plus en plus participatif. On dit collaboratif, participatif, évolutif, agile, pour aussi employer un peu un buzzword. Et puis, alors, ça va être au quotidien, puis ça va être dans le recrutement, dans l'engagement, dans la fidélisation des collaborateurs. Le manager doit aussi écouter, entendre ces nouvelles revendications, cette quête de valeur, de sens des employés qui veulent pouvoir travailler un peu différemment, qui veulent un peu mettre le travail dans une autre dimension, en tout cas tenir compte de l'équilibre aussi vie personnelle, vie professionnelle, et puis travailler mieux, en tout cas travailler différemment de ce qu'on a pu connaître ces 20-30 dernières années. On parlait du lieu de travail. Il y avait aussi un sujet que vous aimez bien aborder sur le temps de travail. Oui, tout à fait. Oui. Alors, dans le cadre de mon mémoire d'exécutif MBA, j'ai eu la chance de rencontrer, d'interroger de nombreux chefs d'entreprise, de collaborateurs, d'indépendants, d'entrepreneurs sur ces thématiques-là que j'ai souhaité appréhender, creuser. Et j'ai eu la chance de mener une enquête aussi. Et à plus de 80%, les personnes interrogées considèrent qu'il est nécessaire de repenser l'organisation du travail. Donc, alors au-delà du débat qui devient tout de suite très politisé en France, je pense que la question quand même du temps de travail est légitime. Alors, j'évoque pas ici l'âge de départ à la retraite, mais plutôt l'évolution du temps de travail qui diminue au fil des années. Alors, dans l'histoire, voilà, apparition de la notion de week-end, des congés payés, deuxième, troisième, quatrième, cinquième semaine de congés payés, la réduction du temps de travail journalier d'abord, et puis la semaine de 42, 40, 39, 38, et puis les fameuses 35 heures. Donc, alors, faudrait-il travailler moins, encore moins, ou faudrait-il au contraire travailler plus, comme certains le prônent? Alors, bon, le débat est présent. Il y a plus de 500 entreprises en France qui ont choisi des modèles différents, comme la semaine de 4 jours, la semaine de 4 jours et demi, les journées de 5 heures. Enfin, il y a différents modèles qui existent et qui, globalement, quand même, apportent un témoignage de salariés qui sont plus heureux, plus productifs, plus engagés, avec un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et c'est vrai que le confinement a aussi confirmé cette demande vers plus de flexibilité, comme on disait. Et puis, voilà, avec le télétravail et puis les moindres déplacements, on a aussi une autre notion du temps. Donc de nombreux collaborateurs aussi font le choix du temps partiel, donc 50%, 80%, 90%, ou du mode indépendant freelance qui se développe beaucoup. Voire aussi du management de transition qui permet une indépendance, qui permet des temps intermission pour faire autre chose. Et par exemple, notamment, je pense beaucoup, enfin moi, le 5e jour de la semaine, dans le cas d'indépendants, d'entrepreneurs, qui gardent ce 5e jour pour faire de l'administratif ou pour faire d'autres démarches, voire du temps libre. Et c'est vrai que dans le cadre de mon mémoire, c'est un peu dans ce sens que j'ai proposé un concept innovant de la semaine de 4 jours plus 1, avec 4 jours de travail pour notre employeur principal, et puis le 5e jour qui serait travaillé pro bono.
pour le bien public, pour un engagement sociétal, associatif, humanitaire, citoyen. Et ce serait une façon d'aller au-delà de la RSE classique, que chacun puisse contribuer à la société, puisse découvrir un autre environnement, développer d'autres compétences, des soft skills, et in fine, peut-être mieux se réaliser, trouver du sens dans son travail, dans son action sur le terrain, auprès de la société, dans son écosystème, justement. Et ces demandes, d'ailleurs, étaient très marquées dans les sondages que vous aviez fait dans le cadre de votre mémoire. Oui, tout à fait. Non, non, il y a un fort taux d'adhésion à cette initiative. Je pense que… alors après, pareil, il faut aussi adapter en fonction des tailles de structure, des types de structures, des types de métiers. Mais je pense que c'est une proposition qui recueille beaucoup d'adhésion, beaucoup d'intérêt. Alors après, effectivement, les questions du financement, les questions de la productivité, les questions des inégalités possibles entre les métiers, de l'organisation globale d'une telle approche sont valides. Néanmoins, c'était aussi une façon, alors sans généraliser la semaine de 4 jours à toutes les entreprises, c'était une façon d'envisager une transition qui répondait à la fois à une diminution du temps de travail possible pour l'employeur principal, parce qu'aujourd'hui, les progrès technologiques permettent de travailler mieux et travailler différemment, et puis aussi répondait à cette quête de sens qu'ont les collaborateurs, qu'ont les entreprises, qui aujourd'hui font de la RSE de façon plus ou moins efficace, et qui pourraient concentrer leurs actions sur ce 5e jour. Alors, pour encourager et accompagner leurs collaborateurs à se développer, à se réaliser dans un autre cadre que leur entreprise, mais pour rendre à la société, pour rendre à l'écosystème dans lequel ils évoluent. Et je pense qu'il y a vraiment des belles idées dans tout ce que vous avez donné, que ce soit les idées aussi de la semaine de 4 jours plus 1, comme vous disiez, mais les journées de 5 heures qui peuvent se mettre, et j'imagine qu'il y a encore d'autres. D'autres formes de formes d'organisation. Voilà, je pense qu'il n'y a pas il n'y a pas un modèle. Le tout, c'est aux dirigeants, aux structures, aux petites entreprises de voir comment elles peuvent s'adapter, aux grands groupes de tester, d'innover. Il y a des expériences de Microsoft, Accenture, Total, Adir. Voilà, il y a aussi des grands groupes qui peuvent aussi montrer l'exemple. Il y a aussi des structures un peu différentes, comme je pense les écoles, les établissements d'enseignement supérieur. Ce schéma de 4 jours plus 1, en tout cas cette activité à 80% pour le cœur d'activité, et puis 20% pour d'autres activités. Ce modèle, il existe déjà dans beaucoup d'organisations, je pense sur justement l'enseignement supérieur, où il y a beaucoup d'activités associatives qui sont aussi une façon de former les personnes, et une autre découverte de la réalité économique ou associative ou humanitaire ou citoyenne. Et donc, je pense que un modèle comme celui-là pourrait s'appliquer sur des programmes d'enseignement supérieur, sur des stages. Il y a aussi des stages solidaires. C'est une formule qui existe déjà sur un certain nombre d'organismes, pour en citer, ou différentes sociétés comme Vendredi, comme d'autres, même L'Oréal fait des stages solidaires qui justement permettent d'avoir cette journée, ce 5e jour sur le terrain, dédié aux associations, à un travail qui est un petit peu différent de notre travail quotidien. C'est vraiment des belles initiatives, parce que ça nous permet aussi de changer un peu nos croyances là-dessus. Oui. Il y avait quand même un côté pendant longtemps où, par exemple, rien que le temps partiel, les gens qui étaient peut-être à 4/5e, 3/5e allaient être moins efficaces ou moins… Ouais. Et bien au contraire, ce qu'on constate, le temps, l'efficacité est quand même bien supérieure. Ce qui est constaté sur les démarches de semaine de 4 jours ou 4 jours et demi. L'efficacité est supérieure. Il n'y a pas plus de stress aussi. Une crainte, c'était aussi qu'il y ait plus de stress, plus de pression de tout. Mais en fait, naturellement, on s'organise pour tenir en 4 jours et demi, ou en 4 jours, ou
en journée de 6 heures ou de 5 heures. Enfin, donc, on s'adapte et on adapte l'organisation aussi dans ce sens. Et en tout cas, les retours, moi, je vais rester assez neutre sur le sujet, mais les retours sont globalement, enfin, positifs, hein, donc sur ces démarches-là. Donc, je pense que c'est aussi intéressant voilà, d'essayer, d'implémenter, enfin, et de discuter ça au sein des entreprises ou des structures en manière générale. On a parlé tout à l'heure effectivement de quête de sens qui est très importante, enfin, qui est un sujet important en ce moment. Pensez-vous que les entreprises devraient avoir une mission? Alors, une mission, oui, une mission, une raison d'être, une vision, une ambition, oui, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, le dirigeant, le manager doit porter des valeurs, doit fixer un cap, un cadre pour embarquer, engager ses collaborateurs dans cette nouvelle relation au travail. Alors, c'est vrai que la loi Pacte a un peu structuré la démarche, encourageant de nombreuses entreprises à réfléchir, à se poser la question sur leur fonctionnement, leur impact. Je veux dire, tant mieux. Tant mieux, hein. Après, c'est vrai que les attentes des collaborateurs, du grand public, et aussi mis aujourd'hui en lumière par les réseaux sociaux, hein, dépassent le simple cadre de la RSE. Je pense par exemple à tous l'Organisation des Nations Unies qui a mis en place ses objectifs de développement durable. Donc, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui intègrent ça dans leur communication. Et c'est vrai que le public, les collaborateurs, les clients attendent de l'entreprise, de ses dirigeants, qu'elle s'engage à travers des actions concrètes pour justement une économie responsable, circulaire, solidaire. Un des EDD concerne le travail, hein, le travail pour une croissance. Donc, ça fait sens aussi d'avoir ça dans ces missions, hein, et de permettre aussi aux collaborateurs de participer à cette mission et de dédier du temps, par exemple dans le cadre du mécénat de compétences. Enfin, il y a différentes formules aussi qui permettent aussi aux collaborateurs de participer à cette mission. Après, je dirais attention aussi, hein, de ne pas voir apparaître après le greenwashing, un peu du mission washing, si j'ose dire. Je pense par exemple, je pourrais vous partager au récent congrès Entreprises du futur, le témoignage de Laurent de la Clergerie. Laurent de la Clergerie, c'est le patron incognito de l'émission de M6, qui est le patron de LDLC, une entreprise d'informatique, et qui a un peu relancé il y a un peu plus d'un an et demi, l'attrait pour la semaine de 4 jours, parce qu'il a mis en place justement les 32 heures sur 4 jours dans son groupe de 1000 personnes. Et justement, quelqu'un lui demandait est-ce qu'il allait devenir entreprise à mission. Et là, c'était non, catégoriquement non. Car même s'il coche toutes les cases, en fait, lui ne veut pas devoir aussi changer quelque chose si ça devenait une norme, en fait, si on devait changer les critères. En fait, donc je pense que voilà, on revient aussi sur le temps de travail, l'organisation de travail. La clé reste l'adaptabilité, la flexibilité. Si on ne peut pas imposer un modèle, imposer des critères, et c'est à chaque organisation de trouver voilà, collectivement la meilleure formule avec ses dirigeants, avec ses managers inspirants. Alors, est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller sur tous ces sujets, ceux dont nous avons parlé? Ah, des livres. Alors, je ne me permettrai pas de conseiller un livre, mais c'est vrai que je laisse tout à chacun se faire une idée en lisant des livres. Bon, il y a des livres qui interpellent, hein, comme Bullshit Jobs de David Graeber, comme Du labeur à l'ouvrage de Laetitia Vito, ou encore de façon plus économique, je dirais Employees First, Customer Second de Vinit Nayar, un Indien. Je pense voilà, c'est des ouvrages qu'on peut parcourir pour se forger une opinion. Et puis après, moi, je sais que j'essaie de couvrir un peu toutes les sensibilités en explorant un peu les différents travaux de recherche ou des écrits. Je pense qu'il me vient en tête un peu je pense à la philosophe Julia de Funès, je pense le professeur Thierry Pic, je pense l'ancienne DRH Marie-Pierre Fleury aussi, ou
ou encore les travaux aussi de la fabrique Spinoza sur le bonheur au travail, par exemple. C'est aussi des sujets de réflexion qui permettent à tout à chacun de se forger une opinion et d'être inspiré par ces témoignages et ces nouvelles formes d'organisation du travail. Où peut-on vous retrouver? Alors, me retrouver sur les réseaux sociaux, évidemment, on va dire dans un monde connecté, évidemment, joignable, mais aussi dans la vraie vie, dans la vraie vie, Ouais. dans divers écosystèmes d'innovation, d'entrepreneuriat, de transformation digitale et technologique et organisationnelle. Alors, vous nous avez parlé de nombreux sujets qui sont tous passionnants. Je trouve, si je revois, que ça soit vraiment l'introduction, on a parlé des jeunes générations qui travaillent avec l'exécutif. C'est vraiment des belles idées à reproduire, que ça soit une approche plus collaborative en écosystème. Oui. De l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise, que ça soit aussi la vision peut-être de manière de faire plus locale. On parlait du lieu de travail, et que ça soit l'organisation du temps de travail, donc des organisations du temps de travail d'ailleurs différentes puisqu'elles peuvent être très variées. Alors, est-ce que avec tout ça, vous auriez un mot de la fin? Alors j'ai un mot qui me vient en tête, c'est Aberglade. Alors, c'est un mot scandinave, en fait. Alors, c'est vrai qu'en Europe, les pays nordiques ont une relation un peu particulière au travail et puis avec l'accent mis sur le bien-être des collaborateurs. Alors, Arbeidsglade, ça se traduit littéralement par joie, glade, au travail, Arbeit. Mais c'est un mot justement qui n'a pas d'équivalent, en fait, et qui décrit globalement une émotion, un sentiment de bien-être que l'on ressent au travail lorsqu'on s'est pleinement investi et que l'on aime ce qu'on fait. Donc je souhaite à tout à chacun de trouver son Arbeidsglade et puis de pouvoir se réaliser pleinement dans son travail. Un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir répondu déjà à mon invitation pour cette interview. Merci à vous, là. Et puis pour le partage de votre vision du monde du travail et de visions futures, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce que vous avez partagé et je trouve une grande ouverture d'esprit. Donc j'espère que ça pourra inspirer de nombreuses personnes. Et je vous dis à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode. S'il t'a plu, partage-le autour de toi, mets 5 étoiles sur Apple Podcast, car c'est grâce à tes retours que je pourrai le développer et réaliser des interviews de qualité. Je te donne rendez-vous jeudi dans 15 jours pour une nouvelle interview. Pour être averti de chaque nouvel épisode, tu peux t'inscrire à la lettre L'étincelle du gecko sur uneetincelle.fr/lettre ou t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée. Si tu as besoin d'aide ou d'éclairage sur ta construction professionnelle, rendez-vous sur uneetincelle.fr où tu découvriras de nombreux articles et vidéos, plusieurs guides gratuits et les accompagnements individuels que je propose. Et si tu as des questions, des idées et des retours à me faire sur ce podcast, tu peux m'écrire à contact@uneetincelle.fr. À bientôt.